Bonjour Laurent, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurent Campos-Huguenet, je suis maraîcher en agriculture biologique, installé dans les Combrailles, qui est une région en fait d'Auvergne, du Puy-de-Dôme, et je suis aussi membre de la Confédération paysanne du Puy-de-Dôme. Laurent, vous vouliez nous parler de votre expérience personnelle du ministère de l'Agriculture au fait de devenir paysan maraîcher en Puy-de-Dôme pour nous parler de l'accaparement de l'eau par les multinationales que vous avez pu observer dans toute votre expérience. Est-ce qu'on peut commencer par votre expérience quand vous étiez en Nouvelle-Calédonie? Oui, effectivement, j'ai passé presque 10 ans en Nouvelle-Calédonie. À l'époque, dont j'étais ingénieur du ministère de l'Agriculture, fonctionnaire, et j'ai découvert là-bas la Nouvelle-Calédonie, un territoire où la nature est vraiment préservée, très belle, que ce soit les milieux terrestres comme le lagon. D'ailleurs, il y a toute une partie du lagon qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, l'option qui a été prise au niveau du développement économique du territoire est centrée en fait sur l'activité minière et l'extraction du nickel par trois grosses multinationales sur cette île. Cette extraction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se fait à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il faut extraire des quantités importantes de terre qui contiennent très peu de nickel, moins de 1%, et donc on décape des surfaces très très importantes de la croûte terrestre, et ce qui s'accompagne effectivement par des dégradations sur la qualité de l'eau, puisqu'en fait dès qu'il pleut, les terres qui ne sont plus retenues par une végétation sont entraînées par les cours d'eau, ce qui crée des crues. Il y a de nombreux villages en Nouvelle-Calédonie qui ont connu de graves inondations. Et pire, en fait, c'est que ce mélange d'eau et de terre qui arrive ensuite dans le lagon va venir recouvrir tous les coraux, et donc va asphyxier en fait les coraux, enchaîne en cascade, va priver en fait il va y avoir une disparition en fait de la faune aquatique et des poissons, et donc les tribus les villageois qui vivaient en fait sur la côte et qui se nourrissaient de poissons, aujourd'hui en fait n'ont plus accès à cette nourriture, et donc ils sont obligés des fois même de quitter leur village pour aller dans les villes à Nouméa, s'entasser dans des bidonvilles, et ils n'ont plus accès non plus à une nourriture saine, donc ils achètent de la nourriture agro-industrielle qui est importée de France ou d'ailleurs, et ça contribue en fait à des désastres au niveau de la santé, puisque c'est une population qui est vraiment victime par exemple d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc., qui est aussi liée à cette malbouffe, quoi. Donc, et un changement rapide d'alimentation du fait de l'évolution rapide de l'environnement. Donc l'impact en fait de cette extraction de nickel, elle est vraiment très très néfaste, non seulement par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à la population, mais elle est aussi néfaste à la santé des personnes qui vivent sur place. Merci. Du point de vue agricole, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères en termes du besoin de l'usage de l'eau par l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, des grandes cultures, du maraîchage, que ce soit dans le domaine de l'élevage? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères comme ça? Alors,
Les chiffres au niveau de la France montrent que les prélèvements de l'agriculture correspondent à peu près à 15% des prélèvements en eau sur le territoire, sachant que en période estivale, là où on a besoin le plus d'eau pour l'agriculture, pour faire pousser les végétaux, ces besoins peuvent aller jusqu'à 80% des prélèvements. Donc ce qui pose en fait un problème assez sérieux, puisque en fait c'est à ce moment-là où les ressources en eau sont les plus basses. Cette situation elle est aggravée en fait par le changement climatique qui conduit en fait à des périodes de sécheresse de plus en plus longues et intenses, et donc qui conduisent effectivement à une raréfaction de la ressource en eau dans les sols, mais aussi dans les nappes, puisqu'il y a un moindre rechargement aussi des nappes souterraines, qui sont évaluées de l'ordre de 25 à 30%. Donc la situation, c'est qu'en fait, on a des prélèvements qui sont très importants, des prélèvements en eau qui sont très importants du fait de l'agriculture pendant ces périodes de sécheresse où la ressource est la moins importante. Donc le problème vient aussi que en fait, ces prélèvements sont essentiellement faits par des cultures comme le maïs, qui sont faites essentiellement en fait, pour l'alimentation du bétail, et que les maraîchers comme moi, ne faisant pas partie en fait, de sociétés d'irrigants, n'ont pas accès à l'eau. Donc en fait on privilégie l'eau pour des productions qui sont centrées sur l'alimentation du bétail, voire qui partent à l'exportation comme chez nous dans le Puy-de-Dôme où on fait du maïs pour produire des semences, et qui sont vendues pour 70% à l'étranger. Et par exemple dans le Puy-de-Dôme, les maraîchers qui sont situés juste à côté de ces surfaces irriguées pour faire du maïs, eux n'ont pas accès en fait à l'eau. Et pire en fait, s'ils disposaient en fait de puits qui leur permettaient d'avoir un approvisionnement en eau, du fait de pompage des irrigants dans la nappe souterraine, de plus en plus profond, en fait, ils vont assécher, les niveaux de la nappe va diminuer et conduire en fait un assèchement des puits pour ces maraîchers qui vont se retrouver finalement sans aucune ressource en eau. Donc tu as commencé à parler de ton expérience de maraîcher dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à la fois les usages de l'eau que tu observes et puis l'accaparement des multinationales que tu as pu voir dans ce département? Donc effectivement, ayant quitté la Nouvelle-Calédonie, où j'avais constaté cet accaparement de l'eau par les sociétés minières et puis leur impact sur la qualité de l'eau, je ne m'attendais pas à retrouver ça en Auvergne, où pourtant la situation elle est aussi très critique, du fait de l'implantation de deux grosses multinationales dans le domaine de l'agroalimentaire, que sont Danone Volvic, qui a une usine d'embouteillage qui prélève l'eau de la nappe de Volvic pour la vendre en bouteille. Là encore pour l'essentiel à l'exportation, puisqu'on est à 70% d'exportation d'eau sur ces bouteilles Volvic. Et aussi la présence d'une autre société, la société Limagrain, qui produit essentiellement de la semence de céréales et de maïs, là encore à l'exportation.
Dans les deux cas, en fait, on s'aperçoit que ces deux multinationales ont un accès à l'eau qui est très très important et sans commune mesure en fait avec la ressource en eau réelle du territoire, d'autant plus que effectivement du fait du changement climatique, la ressource en eau a tendance à diminuer et leurs prélèvements, eux, restent constants, voire une société comme Volvic, ces prélèvements ont été multipliés par 13, depuis les années 80, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent en fait de la consommation annuelle de 50 000 habitants qui est prélevé par Volvic. Pour l'Imagrin, on est de l'ordre aussi sur des prélèvements qui correspondent à une consommation annuelle de près de 100 000 habitants par an. Donc on est vraiment sur des prélèvements très très importants. Et le problème en fait aujourd'hui, c'est que ces prélèvements conduisent en fait à un moindre accès à l'eau. D'une part, il y a certains cours d'eau qui sont asséchés, donc il y a une perte de biodiversité, il y a les milieux humides qui disparaissent, et d'autre part, il y a des activités agricoles qui disparaissent. À côté de Volvic, il y a une pisciculture qui était alimentée naturellement par des sources d'eau qui provenaient de la nappe de Volvic. Ces sources se sont asséchées depuis 2019, alors que c'était une pisciculture qui fonctionnait depuis le 19e siècle, qui est très ancienne. Et donc le pisciculteur ne produit plus depuis cette date. Il y a le cas aussi des maraîchers qui sont dans la plaine de la Limagne, dont les puits ont été asséchés, qu'il n'y a plus d'eau en été, et donc ils n'ont plus aussi accès à la ressource en eau. Donc voilà, cet accaparement de l'eau par les multinationales se fait au détriment d'une agriculture vivrière qui nourrit les populations locales, alors que ces multinationales, en fait, elles n'ont pas du tout ce rôle-là. C'est uniquement pour faire essentiellement de l'exportation et sans impact, en fait, sur la santé et l'alimentation des populations locales. Et ce qui est grave, en fait, c'est que c'est contraire, en fait, à la législation française, puisqu'en fait, il y a une loi qui existe, qui s'appelle la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. On appelle ça la LEMA, elle date de 2006, donc c'est pas nouveau, mais elle n'est toujours pas appliquée. Et cette loi prévoit effectivement que la priorité de l'eau doit aller à la population, à sa santé, à son alimentation, ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. Et ensuite, s'il reste de l'eau, une fois que ces besoins ont été satisfaits pour la population et la préservation de la biodiversité, effectivement, les autres usages peuvent être satisfaits, c'est-à-dire les usages industriels comme l'embouteillage de l'eau, les usages agricoles comme l'irrigation du maïs, mais dans un deuxième temps. Or, aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui est fait, c'est-à-dire que les deux sociétés, Danone et Limagrin, sont autorisées à effectuer des prélèvements. Et lorsqu'il y a une sécheresse, les arrêtés sécheresse viennent limiter l'accès à l'eau pour les populations. On leur demande de se serrer la ceinture. Donc il y a une contradiction complète. D'accord, donc là on peut en venir à un propos national et plus général, parce que tu dis qu'il y a des multinationales de l'agroalimentaire qui justement s'accaparent l'eau. Il y a aussi des agriculteurs qui sont dans une logique productiviste et d'une agriculture très intensive qui, par exemple, font des bassines, et j'imagine qu'ils travaillent aussi souvent avec ces industries agroalimentaires. Et
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les bassines? Pourquoi il y a des agriculteurs qui décident d'avoir des bassines de rétention pour leur irrigation? Et qu'est-ce que tu en penses? Donc, bon, c'est vrai qu'au niveau de la Confédération paysanne, il y a ce sujet des bassines qui nous préoccupe. En particulier, il y a un cas qui est assez révélateur en France, c'est les bassines qui ont été créées en Charente, qui en fait ont été faites là encore à l'initiative essentiellement de producteurs de céréales à l'exportation, puisque à proximité de la Charente, il y a le port de La Rochelle, où l'essentiel de la production en fait part à l'exportation du port de La Rochelle. Le problème en fait de ces bassines, c'est que là encore, elles vont impacter sur les milieux humides et sur l'agriculture vivrière, puisqu'en fait les pompages se font en souterrain dans la nappe et vont assécher en fait à proximité ce qui était anciennement le marais Poitevin, qui devait être d'ailleurs une réserve naturelle, mais aujourd'hui il est quasi asséché de fait de ces prélèvements dans la nappe et ce stockage donc dans les bassines pour pouvoir irriguer en été. Donc assèchement du marais Poitevin, perte là encore de biodiversité, et aussi fragilisation de l'agriculture vivrière, en particulier donc sur cette zone littorale, il y a un certain nombre d'ostréiculteurs qui en fait ont besoin d'une eau relativement douce pour pouvoir produire des huîtres tout simplement. Et en fait, du fait des pompages dans ces bassines, les rivières perdent une quantité importante d'eau douce et donc ce qui fragilise en fait l'ensemble de la production ostréicole sur le littoral, quoi. D'accord. Et l'autre versant où les agriculteurs productivistes sont souvent critiqués, c'est aussi les pesticides. Tu évoquais la pollution de l'eau du fait d'origine industrielle et de l'extractivisme. Ça existe aussi au niveau des pesticides et de l'usage des pesticides. On l'a vu avec le sujet des néonicotinoïdes par rapport aux abeilles, mais on le voit aussi par rapport au glyphosate. Et par rapport, aujourd'hui, il y a une mobilisation d'ailleurs sur la politique agricole commune, qui ne va pas très très loin de notre point de vue, mais il me semble, c'est la FNSEA Île-de-France qui se mobilise contre l'idée de valoriser les paiements pour l'agriculteur bio. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors effectivement, il y a dans ta question, il y a deux choses. Il y a effectivement non seulement un impact quantitatif sur l'eau par l'agriculture productiviste, mais il y a aussi un impact qualitatif sur la qualité de l'eau, puisque cette agriculture productiviste mécanisée, en fait, pour continuer à fonctionner, ne peut pas se passer en fait de produits de synthèse qui sont les pesticides pour traiter les cultures contre les maladies. Et autre produit de synthèse aussi, c'est tous les engrais chimiques qui sont utilisés pour apporter qui sont utilisés comme fertilisants dans les sols. Malheureusement, ces produits-là, on va les retrouver dans l'eau, puisqu'il y a une grande partie en fait qui part par ruissellement. Donc on va retrouver dans les eaux, dans les rivières, mais aussi dans les nappes souterraines, dans lesquelles sont effectués bien souvent aussi les prélèvements en eau potable pour les agglomérations. Bon, c'est par exemple le cas dans le Puy-de-Dôme, que je connais bien,
puisqu'en fait toute l'agglomération clermontoise pompe est alimentée en eau potable par des pompages dans la nappe alluviale de l'Allier. Nappe alluviale de l'Allier dans lequel aussi sont effectués les prélèvements pour l'irrigation du maïs. Donc en fait, tant et si bien que en fait, aujourd'hui, les services qui sont chargés d'alimenter en eau potable l'agglomération de Clermont sont obligés en fait de traiter l'eau contre cette pollution de produits de synthèse. Et au final, qui paye ce traitement? C'est les gens, les usagers, dans leur facture d'eau potable. Donc on a en fait une pollution qui est due par l'agriculture intensive productiviste, qui va polluer l'eau, mais au final, c'est encore les usagers, les consommateurs qui payent la facture. Alors que normalement, le principe qui est celui du pollueur-payeur qui devrait être appliqué. Mais ce n'est pas le cas non plus. Donc ça, c'est un réel problème pour nous tous, et pour notre porte-monnaie. Après, aujourd'hui, l'autre question que tu soulèves, c'est celle par rapport aux modalités d'attribution de la PAC, qui aujourd'hui, en fait, qui jusqu'à présent, en fait, favorisait grandement cette agriculture productiviste, industrielle et chimique, qui, pour produire toujours plus, en fait, a besoin de toujours plus de foncier, de toujours plus de surface. Et comme les aides, en fait, sont attribuées en fait à la surface, et c'est les fermes agricoles, les exploitations agricoles qui ont les plus grandes surfaces, qui sont les plus grands bénéficiaires de cette aide. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur certaines structures agricoles, la PAC représente 70% du revenu de ces exploitations agricoles. Donc effectivement, aujourd'hui, l'Union européenne, qui est consciente en fait des dérives de cette agriculture sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, sur la quantité de l'eau, donc veut donner une nouvelle orientation à cette aide, donc voudrait privilégier une agriculture qui est plus vertueuse, qui est non polluante, comme l'agriculture biologique, et bien évidemment des syndicats comme la FNSEA qui soutiennent l'agriculture productiviste s'opposent à cette modification de la PAC, d'où les manifestations en cours actuelles. Vous, en tant que confédération paysanne, vous avez des propositions, j'imagine, pour produire en utilisant mieux l'eau et en respectant mieux la biodiversité environnante. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes ? Donc, effectivement, au niveau de la Confédération paysanne, on pense qu'il y a un autre modèle d'agriculture qui est possible. On sait qu'il est possible, puisqu'en fait, on le pratique tous les jours. C'est un modèle en fait d'agriculture qui est en cohérence en fait avec avec son pays, hein. Agriculture paysanne, dans paysanne il y a pays, donc c'est une agriculture en fait qui est en cohérence avec son pays, avec ses ressources, et donc qui va non seulement pas exploiter en fait les ressources d'une manière illimitée, mais qui va mettre en place une agriculture qui préserve les ressources, et donc ça veut dire que c'est souvent des structures de petite taille, c'est souvent des structures qui fonctionnent donc en vente directe, donc c'est-à-dire qui proposent des produits agricoles directement aux populations en proximité. C'est donc
voilà, une agriculture qui est bon, paysanne donc, sur son pays et donc qui est au service des populations et qui n'est pas là en fait pour aller à l'encontre du mal des populations sur place. Bon, nous, en tant qu'agriculteurs de la Confédération paysanne, on ne souffre pas d'agribashing. On est au service des gens, de leur alimentation. On pollue pas. On utilise comme fertilisant essentiellement de la matière organique pour nourrir les sols, donc c'est quelque chose de non polluant. Comme on veut être en adéquation avec la ressource en eau, par exemple, on utilise des systèmes de production qui sont en cohérence avec la ressource, qui sont économes en eau. Bon, par exemple, dans le domaine du maraîchage, on travaille avec des systèmes, par exemple, d'arrosage en goutte à goutte, qui permet d'utiliser l'eau vraiment en quantité minime. Donc voilà, on sait que ce modèle est possible et qu'il est souhaitable pour le futur. Super, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou sinon cette phrase était bien en ouverture En fait, ce que je pourrais rajouter, c'est que le constat, il peut paraître assez négatif et assez critique par rapport à l'usage de l'eau en agriculture aujourd'hui dans le modèle actuel. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à chacun, on a quand même des moyens d'action. Que c'est pas, on peut agir pour que les choses changent. Donc, il y a déjà, dans le cadre de la campagne eau qui est actuellement en cours, il y a cette votation citoyenne pour qu'il y ait un changement de constitution, pour que soit intégré l'eau comme bien commun. Donc, c'est important effectivement que cette notion soit inscrite pour pouvoir protéger ce bien qui est vital. Il ne faut pas oublier que 3 jours sans eau, on meurt. Il ne faut pas oublier que nous aussi, on vient tous du ventre de notre mère, dans lequel on baignait dans de l'eau. Et donc cette eau, elle est vraiment indispensable à la vie. Donc on peut agir déjà en votant, on peut agir aussi en s'engageant pour chacun dans des associations environnementales pour faire entendre chacun à son niveau, au niveau local, que c'est important effectivement de préserver cette ressource en eau. Il y a plein d'associations environnementales partout en France, partout dans chaque quartier, etc. Donc en participant à ces associations, ça peut permettre d'interpeller les autorités sur cette question-là et ça donne du poids. Ce n'est pas individuellement que la voix peut porter, mais c'est vraiment d'une manière collective. Donc il y a aussi un moyen d'action, chacun à son niveau, en s'engageant sur une association environnementale, si c'est un problème qui vous préoccupe. Et puis, il y a aussi un autre moyen d'agir, c'est de soutenir l'agriculture paysanne, donc en achetant directement aux producteurs les produits, plutôt que les acheter au supermarché. Je vous garantis, ça vous coûtera pas plus cher, puisqu'en fait, même voire moins cher, puisqu'en fait, les produits qu'on trouve au supermarché passent par plein d'intermédiaires qui prennent des marges successives et donc au final reviennent souvent plus cher que ce qu'on peut acheter directement au producteur. Donc allez
acheter des produits directement aux producteurs, au marché, dans les AMAP, ça va soutenir en fait cette agriculture vivrière qui est importante pour notre alimentation. En plus, c'est des produits de qualité. Donc là, il y a un moyen d'action pour effectivement soutenir les petits producteurs dans leur métier.